Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 29 de la saison 2 de Boisvert Radio. Sur mon podcast, j'adore recevoir des journalistes, des personnes dans le fond qui nous racontent là, leur histoire et leur parcours. J'ai envie de dire, le monde des médias, c'est comme Rome, tous les chemins peuvent y mener. Aujourd'hui, on va parler à un ancien joueur de football universitaire qui a parcouru bien du chemin avant de se rendre là où il est aujourd'hui. Mon invité est Charles-Antoine Sinotte. Charles-Antoine est chroniqueur sportif à Salut Bonjour à TVA. Il est également expert football à TVA Sport, en plus d'être descripteur de la formule électrique. Lui-même, ancien joueur de football à l'Université McGill, il a ensuite poursuivi sa carrière de foot en France avant de revenir au Québec pour aller dans le monde des médias. Charles-Antoine Sinotte, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci de me recevoir, Charles. C'est un plaisir. Good. On va parler un peu là, dans le fond, de ta jeunesse. Comment est-ce que tu étais quand tu étais jeune? Est-ce que toi ou ton entourage voyait des signes là, que tu allais avoir un jour une carrière comme ça aujourd'hui dans le monde des médias? Absolument pas. J'ai jamais eu cet objectif-là de carrière, vraiment pas. En fait, j'étais pas mal convaincu. Ben, je dis convaincu. On aura la chance là, Ouais. de discuter des différentes étapes, mais je voulais absolument travailler dans le monde du sport. Je suis passionné de sport depuis tout jeune. J'ai fait à peu près tous les sports possibles. Ma mère, qui est un petit peu plus artistique, essayait de me faire jouer du violon, puis ma réponse avait été est-ce que c'est un sport? Elle dit non, elle dit ben ça m'intéresse pas, mais non, c'est ça. Fait que j'ai toujours, j'ai joué au soccer de façon compétitive, au hockey, au basket, au foot, puis encore aujourd'hui, là, je pratique une tonne de sport au quotidien. Ouais. Donc, c'était pas le plan, mais tu vas voir lorsqu'on va aborder un peu les décisions que j'ai prises que finalement, je me retrouve où peut-être je suis censé me retrouver, même si ça n'avait jamais été mon plan. Tu sais, à un certain moment, je me suis dit que je voulais absolument, où j'avais l'ambition de gagner ma vie avec le football. Ouais. Finalement, ça n'a pas fonctionné de cette façon-là, mais je peux dire quand même qu'aujourd'hui, je gagne ma vie avec le sport. Ben Puis oui. pendant quelques années, ben, c'était à cause du football. Donc, comme tu as dit, tous les chemins mènent à Rome, mais parfois, tu sais Ouais. pas, tu n'es pas sûr exactement où tu t'en vas, mais l'important, c'est de continuer d'avancer. Tu as dit que tu as joué au hockey par curiosité en tant que joueur de hockey. Ça a été quoi ton parcours là, rapidement? Ça n'a pas été un gros parcours tout simplement parce que je me suis rapidement spécialisé au football. J'ai eu une OK. piqûre incroyable Ouais, ouais. à l'époque en secondaire 3, puis c'était un peu les premiers balbutiements du sport-études. Ouais. Donc, j'ai joué au hockey là, de 5 ans jusqu'en secondaire 3. J'ai joué au soccer, j'ai joué au basket. Puis en secondaire 3, j'ai su que c'était mon sport. Ben, j'ai commencé en secondaire 1, mais en secondaire 3, là, lorsque l'option sport-études s'est présentée à moi, je ne mangeais que du foot. J'ai recommencé à jouer au hockey beaucoup. Là. Je joue, pas en ce moment évidemment, là, mais Ouais. habituellement 2, 3 fois par semaine. J'adore ça, mais quand j'ai eu la piqûre compétitive pour le foot, là, on dirait que tout a été aligné dans cette direction-là. Ça fait un super lien avec ma prochaine question. Tu adores le football. Tu as dit que tu as eu la piqûre vraiment 100% en son R3. Comment est-ce que tu es tombé en amour là, avec ce sport-là? Mhm. Ben, un peu de mon père qui est un grand, grand fan de foot. Je me OK. souviens un peu les années de Doug Flutie avec les Bills de Buffalo. Là. Plusieurs se souviennent de lui au Canada. Mais il y a eu une époque dans la NFL où on écoutait, moi, mon père, les matchs des Bills. Puis je me souviens aussi d'un match des Steelers de Pittsburgh. Puis j'ai l'impression que c'est Lynn Swan qui était receveur de passe. Puis je me souviens OK. concrètement d'avoir vu une action, j'étais quand même jeune, là, évidemment, d'un receveur qui captait une passe. Puis j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Donc, là, lorsque je me suis présenté à secondaire 1 puis le sport était disponible, je l'ai essayé. Puis ouais, j'avais été gardien de but au soccer. Puis OK. j'avais comme développé ce sens-là, cette coordination main-œil pour capter Ouais. le ballon. Attraper les ballons. Fait que j'ai fait le transfert au foot, puis ça a été instantané. Là, dès ces années-là, j'écoutais le foot le dimanche, là, de midi le matin jusqu'à minuit, puis c'est encore Ouais. ça aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment ma discipline, mais au final, je suis intéressé par tellement de sports. J'aime beaucoup, beaucoup de découvrir des sports aussi. J'adore le sport olympique. Puis en plus, du hockey et tout ça, mais je m'intéresse énormément au March Madness en ce moment. Ouais. J'ai toujours été fasciné par la compréhension d'un sport. C'est une chose d'être diverti, c'en est une autre d'essayer de rentrer dans la tête Ouais. des, euh, des gens qui carburent à un sport, puis comprendre les subtilités, parce que c'est là que tu te mets à vraiment profiter d'une discipline. C'est que quand tu comprends les subtilités, puis qu'est-ce qui fait vibrer les gens qui tripent sur ce sport-là. Ouais. Un vrai mordu de sport comme on les Ouais. aime.
Tu es natif de Trois-Rivières. Ouais. Quel est le rôle là, de tes origines trifluviennes sur ton parcours de journaliste ou de footballeur? Ben, tu vois, c'est peut-être le lien est peut-être un petit peu plus sportif. J'ai joué au secondaire là. J'ai commencé en secondaire 1 au séminaire Saint-Joseph. Mes parents ont déménagé à Québec pour le travail une année. Donc, en secondaire 2, je suis allé au séminaire OK. Saint-François. J'ai porté les couleurs des OK. Blizzards, grosse machine de sport et de foot. Puis Ouais. après, on est revenu à Trois-Rivières. Donc, j'ai terminé en sport-études, comme je disais, aux Estacades. Puis, le football était vraiment présent en Mauricie. Au cégep, les Diablos, c'était comme une des puissances au Québec. Donc, j'ai fait la transition collégiale vers les Diablos. On a gagné le bol d'or, le championnat provincial à chaque année. OK. Ah Donc, ouais. ça a été vraiment une belle plateforme pour moi et pour plein d'amis, justement, vers le football universitaire. Puis, ça m'a permis ensuite de choisir l'Université McGill. Mais Trois-Rivières, c'est une grosse ville de sport. Justement, c'est une ville qui a connu du hockey de haut niveau avec les Draveurs à l'époque. Il y a les Ouais. Cataractes de Shawinigan, les Patriotes de l'UQTR. Mais en même temps, justement, pendant ces années-là où on était là, où j'étais là, le foot collégial, parce qu'on avait du succès, est devenu quand même important. Toute proportion gardée, mais il y avait Ouais. beaucoup de gens au match. C'était comme un peu un happening de la ville. Donc, ça a été vraiment une belle opportunité de venir de là. Ma famille est toujours à Trois-Rivières, donc c'est chez nous. J'essaie de retourner le plus souvent possible. Et toi, tu es à Montréal présentement? Ouais, en fait, OK. je suis arrivé à Montréal, ma première année universitaire, c'était Ouais, c'est en vrai, hein? 2006. Ouais. Puis, À McGill. j'ai jamais quitté depuis. Good. Tu es diplômé de McGill en psychologie sportive. Tu as fait ta maîtrise. D'abord, que fait un psychologue sportif et en quoi ces apprentissages-là te sont toujours utiles aujourd'hui? Mhm. Je vais revenir à ta question, mais c'est intéressant. Je vais faire le lien avec mon bac. En fait, je n'étais pas Ouais. convaincu. Tu me posais une question un peu plus tôt. Quand j'ai su, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire au cégep. J'ai changé 2 fois de programme. Dans le fond, j'ai touché à OK. 3 programmes au collégial. Je suis Ah rentré à ouais. l'université. La psychologie sportive m'intéressait, mais pour être, en fait, psychologue sportif en Amérique du Nord, ça n'existe pas. C'est pas un titre reconnu. On l'utilise souvent, là, mais c'est tes Ouais. consultants en performance mentale parce que tu n'es OK. pas un psychologue selon l'ordre des psychologues. En Ouais, tout cas, c'est vrai, hein? tout ça pour dire que j'étais donc en première année universitaire, la psychologie sportive m'intéressait, mais justement, là, pour aller vraiment dans le département de psychologie, il fallait que tu fasses un doctorat, ce qui m'effrayait au début. Je ne savais pas trop quoi. J'ai décidé de faire un bac en éducation physique, donc en enseignement de Ouais. l'éducation physique et sportive, parce que je voulais travailler dans le monde du sport, parce que j'ai plusieurs enseignants dans ma famille. Mais j'étais tellement en amour avec le sport compétitif, par la performance, la science de l'activité physique. Puis en enseignement, la priorité, c'est la pédagogie, puis c'est l'inclusion de tous. Puis tu ne peux pas travailler toujours dans la performance. Fait que Mhm. j'ai vraiment décidé de me spécialiser. Puis c'est à ce moment-là que j'ai choisi une maîtrise en psychologie sportive. Puis dans une maîtrise, il y a 2 options, là, mais j'épargne les détails. Tu peux faire un mémoire de maîtrise. Là, en anglais, c'est une thèse, là, un thesis. Puis là, tu OK. t'approfondis un sujet de la littérature. Donc, tu vas créer une recherche scientifique qui va être publiée dans les magazines scientifiques. Puis nous, on a abordé le sujet du coaching. Parce qu'à ce OK. moment-là, après être allé jouer en Europe, je suis revenu. Puis d'ailleurs, petite parenthèse, mais quand je suis allé jouer en Europe, c'était à titre de joueur professionnel, mais clairement, le football américain là-bas n'est pas Ouais. énorme. Il y avait très peu d'entraîneurs. Fait que je suis comme devenu joueur-entraîneur, un peu Ouais. comme Reggie Dunlop dans Slapshot. Ouais. Mais ça a été ma transition vers le monde du coaching, puisque je jouais là-bas, puis je te conterai des anecdotes de la France, parce qu'il y en a plusieurs, mais en même temps, ça m'a comme convaincu que je voulais m'impliquer comme entraîneur. Quand je suis revenu ensuite à McGill, j'ai été accepté à la maîtrise, puis j'ai obtenu un poste de coach à McGill, puis avec l'équipe du Québec. Donc, dans la maîtrise, on a décidé d'étudier le coaching parce que c'était dans quoi je baignais. Puis parce que c'est une science, le coaching. Là, il y a un Mais paquet oui. de théories. Puis, Ouais. au Québec, on a tous l'impression d'être des experts du coaching puis d'être plus connaisseurs Ouais. que n'importe quel coach Ouais. derrière le banc du Canadien. Mais il y a tellement de principes intéressants. Donc, nous, on a regardé à cette époque-là le rôle des assistants entraîneurs dans le sport de haut niveau. On a souvent la Ouais. compréhension, monsieur, madame, tout le monde dit souvent le bon cop, bad cop, là, dans le sens que le coach en chef peut être plus sévère, plus autoritaire, plus distant. Ouais. Alors que le good cop, l'assistant entraîneur, lui, c'est plus la courroie de transmission avec les joueurs pour faire passer le message d'une façon un petit peu plus douce et délicate. Donc, on Ouais. s'est penché là-dessus. On a vraiment approfondi la science du rôle d'assistant entraîneur. Euh,
tout en étudiant tout ce qui est les principes de visualisation, de gestion du stress, de leadership, de cohésion d'équipe, les principes d'être dans sa zone dans le sport, de choker. C'est tous des termes qu'on connaît, mais c'est des principes scientifiques qui sont prouvés. Donc, encore une fois, c'est d'aller en profondeur là-dessus. Parce que je voulais justement travailler dans le monde du sport de haut niveau. Même à ce moment-là, je n'avais aucune idée que j'allais travailler dans les médias. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, quand on parle de Carey Price qui cherche ses repères pendant 7 matchs, être dans sa zone ou ne pas l'être, je l'ai étudié à l'université. La gestion de vestiaire, du leadership, qu'on a parlé de l'échange de Max Pacioretty, puis comme quoi c'était toxique dans le vestiaire du Canadien, c'est des principes là, aussi de psychologie sportive. Donc, je m'en sers à tous les jours, puis aussi j'ai un rôle, c'est intéressant, puis je vais terminer là-dessus par rapport à mes études. Mais tu sais, quand tu apprends à être un enseignant, donc de la pédagogie du sport, ce qu'il faut que tu fasses comme enseignant, c'est de t'adapter aux connaissances sportives de tous tes élèves. Tu en as qui connaissent à fond ce que tu mentionnes, d'autres qui n'ont aucune idée. Donc, il faut que tu les prennes par la main sans ennuyer le whiz, mais en aidant celui qui ne comprend pas. Puis aujourd'hui, je fais ça tous les jours dans mon métier, c'est-à-dire que je vais parler du Canadien, je t'en parle à toi. Tu vas être au courant de tout ce que je vais te dire. Mais au même moment, il y a aussi une dame qui est peut-être un petit peu moins calée dans le sport, mais qui veut s'y intéresser. Fait que ça, moi, je le vois mon rôle de pédagogue dans ces situations-là. Fait que je me rends compte que même si je n'ai pas du tout étudié pour travailler dans les médias, mes 2 diplômes universitaires me servent à tous les jours. Ouais. Puis juste pour savoir, là, le méga travail, la thèse que tu as faite, est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont consulté et qui en sont ressortis, dans le fond, évolués de ça? C'est sûr que ça reste très, très niché dans le domaine scientifique, mais il y a des chercheurs à tous les jours dans le monde du coaching, partout dans le monde, qui consultent la littérature qui a été produite. Donc, en ce moment, elle en fait partie. Ton travail en fait partie. Exact. C'est disponible à n'importe quel chercheur qui regarde la banque de littérature. Puis si nous, à cette époque-là, on s'était rendu compte qu'il n'y avait à peu près rien sur les assistants-entraîneurs. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui aimerait en apprendre plus sur le rôle, les compétences ou voir qu'est-ce qui est fait sur les assistants-entraîneurs, ça c'est disponible depuis maintenant, juste 6 ou 7 ans. Là. OK. Parlons de ta carrière de football en tant que joueur. Tu as fait là, ton parcours universitaire, comme tu l'as mentionné, avec l'Université McGill. Tu as joué pour les Redmen, qui est l'équipe de foot, entre 2006 et 2010. Parle-moi un peu de ta carrière universitaire avec les Redmen. Ça a été complètement fou. En fait, moi, je suis arrivé à McGill. J'avais été recruté par 5 universités. Donc, c'était intéressant. En même temps, au cégep, je n'avais jamais été un joueur étoile. De toute ma vie dans le monde du sport, avant l'université, je n'avais jamais été sur une équipe d'étoiles. Je n'avais jamais été capitaine d'équipe. J'étais un joueur correct, mais un joueur dans l'ombre, sans plus. Puis, j'avais vraiment été intéressé par McGill, le volet académique, là, avoir la chance d'opter pour une institution de réputation mondiale, c'était pour moi incroyable. Le volet anglophone aussi me tentait. Puis moi, je suis arrivé l'année après le scandale d'initiation. Ça a été vraiment un gros bouleversement pour le programme de football. Puis je suis arrivé dans des années plus difficiles parce que la réputation du programme avait été entachée. Puis en même temps, les programmes francophones progressaient. Tout ça m'a permis de jouer rapidement. Puis j'ai rapidement, humblement, eu beaucoup de succès, beaucoup plus que je pensais. J'ai battu des records de tous les temps du football universitaire canadien. Écoute, comme je te dis, record du plus de passes attrapées. Exact. En carrière, dans une saison, il y en a certains qui ont été battus parce que, bien malgré moi, je vieillis. Mais c'était comme complètement nouveau pour moi, tout ça. Ça ne m'était jamais arrivé. Je trouvais ça fou. Puis là aussi, il y a un petit lien avec la télé, puis je t'en parlerai dans quelques instants. Mais ça a été une épreuve incroyable parce qu'on n'avait pas de succès. Moi, j'avais été habitué de gagner des championnats provinciaux en faisant mes petites affaires, en n'étant pas un joueur élite. Puis là, du jour au lendemain, je deviens genre un joueur vedette de l'équipe, vers qui tout passe en attaque, mais en même temps, on ne gagne pas de match. Fait que ça a été quand même très, très difficile de J'étais content après un match au cégep en 3 ans. Je pense que j'avais capté, mettons, 27 passes. Il y a des matchs universitaires, j'en captais 18 en un match. Fait que là, je revenais chez nous, j'étais comme sous le choc, mais en même temps, on avait perdu par 50 points. Fait que ça a été tout ce tiraillement-là. Mais à ce moment-là, les matchs étaient à la télé. C'était à Radio-Canada à l'époque.
Puis quand il faisait des matchs de McGill, bon, bien évidemment, l'équipe avait de la difficulté. Il n'y avait pas des tonnes de joueurs vedettes, puis il n'y avait pas des tonnes de joueurs francophones. Fait que rapidement, je suis comme devenu la personne qui interviewait quand il faisait des matchs à la OK. télé parce que, ben, c'est ça, il savait que j'allais probablement être impliqué dans le match, puis j'étais francophone, donc Ouais. pour les entrevues, c'était tout en français. Puis c'est un peu comme ça qu'a commencé mon lien avec les médias parce que j'ai terminé ma carrière universitaire, j'ai eu des opportunités, des camps d'entraînement dans la Ligue canadienne de football. Puis quand ça n'a pas marché, je suis parti en France pour vivre un peu le trip. Puis c'est quand j'étais en France que Radio-Canada m'a appelé en me disant écoute, on ouvre un panel. Tu sais, avant, quand j'étais là, il n'y avait pas de panel à la mi-temps. Il n'y avait pas de, tu sais, comme on le OK. voit dans un match de hockey ou whatever, là, tu sais, l'équivalent à nous, c'est Louis-Jean là, à la mi-temps, à l'entracte avec Avec la Guillaume tendresse, la pierre. Latendresse. Ben, il n'y en avait Ouais. pas au foot universitaire. Puis on dit on aimerait savoir un ancien joueur. Puis on t'a évidemment fait en entrevue quelques fois. Donc, je ne sais pas si tu reviens au Québec, mais si tu reviens au Québec, ben, l'automne prochain, on aimerait ça t'utiliser comme analyste à la mi-temps. Fait que je dis, OK. bon, ben, parfait. Mais moi, je retournais à l'école. Je retournais, comme je disais tantôt, à la maîtrise puis dans le coaching. Mais là, ça, c'était ma job étudiante. Fait que c'est une job Ouais. étudiante de rêve, là, imagine. Ben La oui. semaine, tu coaches puis tu t'étudies. Puis le samedi, tu vas faire de la télé. Mais j'avais jamais fait ça. Fait que ça a été comme une grosse école médiatique en accéléré. Mais c'est un peu Ouais. comme ça que je suis rentré dans ce monde-là. Ah, c'est bon. Tu as dit que tu n'as pas beaucoup eu de succès avec. Ben, en tout cas, toi, personnellement, tu as eu du succès, mais en équipe, pas beaucoup. Y a-tu, par exemple, un meilleur souvenir que tu retiens là, de ton parcours avec les Redmen? Peut-être un match en particulier là, qui t'a marqué? Ben, tu sais, c'est comme je te dis, c'est sûr que c'est parce que ça m'était jamais arrivé, tu sais, le moment où est-ce que j'avais dans un match à ma 4e année battu le record du plus grand nombre de passes captées dans une carrière universitaire de tous les temps, là, en whatever, là, 100 quelques années de football Ouais. universitaire. Puis le match arrête, puis ils viennent me porter un ballon. Tu C'est hot. sais, c'était comme irréel, là, Ouais. bien honnêtement. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été des beaux moments. Tu sais, il y a eu 2 saisons où ça a été un petit peu plus intéressant d'un point de vue collectif. On avait fait les séries. Fait que, tu sais, faire les séries quand ben, l'autre année, tu as gagné un match, c'est sûr que c'était des moments marquants, mais tu sais, Ouais. moins que d'autres programmes ont eu dans ces années-là. Là. Mhm. Tu as ensuite pris le chemin de la France, tu as joué à Grenoble, si je ne me trompe pas. Ouais. On dit souvent que le football est un sport quand même très américain. D'ailleurs, en Europe, ben, on appelle justement ça le football américain, parce que le Mm-hmm. football, ben, c'est un tout autre sport là-bas. Comment c'est le football en Europe? Ben, le football américain Ouais. en Europe. Ben, c'était une expérience de vie. Là. Tu vois, moi, quand je suis arrivé en France, ça faisait quand même 25 ans qu'il y avait des équipes de foot. Ben, en fait, l'organisation, moi, c'était les Centaures de Grenoble. Ça Ouais, faisait 25 ans qu'elle existait. Donc, tu sais, ça existait là-bas depuis un temps, mais c'est clair que c'était marginal, mais c'était en progression parce que ouais, les Européens aiment beaucoup, beaucoup le sport américain. Tu sais, la ouais, NFL a fait des tentatives en Europe, continue de jouer des matchs souvent à Wembley. Ou à ouais, Tottenham parce qu'ils veulent développer une foule internationale. Donc, il y a une montée du football. D'ailleurs, au Québec, il y a de plus en plus de Français qui viennent jouer au cégep et à l'université ici. Ils c'est ont vrai. beaucoup d'athlètes de talent. Tu sais, c'est une population qui est beaucoup plus grande que le Canada et que le Québec pour une superficie plus petite. Donc, il y a beaucoup Mhm. d'athlètes de talent, mais qui choisissent souvent le football américain un petit peu plus tard, des anciens joueurs de soccer ou de rugby. Ouais, Tout ça pour dire qu'il y avait justement des athlètes incroyables. Dans le fond, je t'expliquerai après, là, mais j'ai joué corps arrière là-bas. Donc, mon ouais, receveur vedette a eu un camp d'entraînement avec les Falcons d'Atlanta, puis un autre avec les Giants de New York. Tu sais, c'est genre l'athlète le plus incroyable lequel j'ai joué dans ma vie. Lui, il était à Grenoble. Donc, ouais, individuellement, il y avait plein de freaks là, en bon français, ouais, mais le jeu collectif se situait peut-être entre le niveau collégial et le niveau universitaire au Québec parce que il y avait moins de coachs ouais. et tout ça. Puis d'ailleurs, moi, je suis arrivé comme pour aller jouer receveur. Il m'avait demandé si jamais j'étais intéressé à m'impliquer comme entraîneur parce qu'il n'y avait pas vraiment d'entraîneur à temps plein et tout ça. Puis au premier entraînement, le jeune corps arrière, on m'avait dit, il y a un corps arrière de la région qui est intéressant, un bon bras. Ben, il s'est blessé, puis c'était flou. Fait que là, finalement, j'ai joué corps arrière toute l'année. Ma Hmm. première Mais fois tu que n'avais d'être jamais ri, joué carrière? ben, j'avais joué en secondaire 2 là, à OK. une époque où Ouais, il y avait 2 passes par match. Là, tu sais. ouais. Fait que, mais en même temps, j'étais coordonnateur à l'attaque.
Ouais. Fait que là, j'étais dans le caucus, puis c'est bien plus fonctionnel quand tu es le corps arrière, puis c'est toi qui C'est vrai. décides des jeux. Ouais. Fait que c'est comme moi le plan de rechange, mais finalement, j'ai joué toute la saison corps arrière. Tu sais, imaginez, là, c'est fou. Là, tu redécouvres ton sport, là, puis jouer corps arrière, c'est hallucinant comment c'est intense. Là, Ouais. la protection, lire une défense, justement choisir tes jeux, prendre des décisions, ça va à toute vitesse. Mais pour moi, ça a été incroyable parce que ça a été ma dernière saison. C'est comme si j'ai redécouvert mon sport à la dernière année que j'ai joué avec un tout autre challenge. Puis ça a été incroyable comme expérience parce que je suis arrivé là-bas, là, puis au premier match, dans le réchauffement, il y avait des gars qui fumaient des cigarettes dehors. Là, j'étais là, qu'est-ce qui Voyons se donc. passe? Là? C'est pas sérieux. Puis d'ailleurs, fin du premier match, on est à Nice. C'est magnifique. Là, c'est sur le bord de l'océan, ça n'a aucun sens. Ben, pas de l'océan, la mer Méditerranée. Puis c'est quatrième essai et une verge en fin de rencontre. Puis là, je suis corps arrière. Puis quand je jouais, là, j'étais vraiment, vraiment intense. Là. J'étais comme dans ma bulle, puis focus. Puis là, il fallait absolument aller chercher cette verge-là. Puis là, je suis dans le caucus, je connais pas vraiment les gars. Ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Puis là, je crie, puis je dis là. Puis c'est du football comme aux États-Unis. Fait que du À football à 4 11. essais? À 4 essais, puis à Ouais. 11. Fait que là, je dis là, on est 11. Puis les 11, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on aille chercher cette verge-là. C'est cette verge-là qui va nous donner la victoire ou pas. Puis l'équipe venait d'arriver en première division. Fait qu'eux, il n'y avait pas d'attente. Ben, moi, j'étais là, on est sur le bord de gagner notre premier match. Il nous manque une verge. Puis là, le caucus explose de rire. Je dis non, c'est sérieux là, ce que je vous dis. Là, c'est le dernier jeu. Forcez-vous. 11 joueurs pour une verge. Puis là, il y en a un plus wise qui me donne un petit coup de coude. Puis il dit tu sais qu'ici, une verge, c'est un pénis. Et là, j'ai demandé aux gars genre de travailler comme des fous pour aller chercher un gros pénis. Là. Ça n'avait aucun bon Ah, sens. wow. Là. Là-bas, c'était des yards. Ouais. Fait que j'ai appris, la terminologie puis la culture là-bas en accéléré. Mais au final, c'était vraiment cool parce que ça a été un beau projet de groupe. Les gars, ils ne Ouais. croyaient pas en eux du tout au début de l'année. Ouais. Puis on est allé en finale. C'était la première fois de l'histoire du pays qu'une équipe qui était promue en première division se rendait en finale. Fait Ah, c'est que, fou. moi, ça a été une expérience. En plus de tout ça, on voyageait. Là, on jouait 2 matchs par mois. Fait qu'il y avait souvent 2 des week-ends qu'on avait de libre. Puis les gars, c'était pas des pros. Là, ils travaillaient. Fait qu'on pratiquait 2 fois par semaine. Et moi, Ah, ouais. tout était payé, là, mettons, la nourriture, le gym, l'auto, le cellulaire, les assurances, tout ça était payé. Puis ils nous donnaient un salaire correct, là, tu sais. Ouais. Je pense que ça revenait à peu près à 1 000 par mois. Mais nous, on n'en avait pas besoin, fait qu'on voyageait. Fait que je pense qu'on a fait 13 voyages. On partait 4 jours, on allait à Barcelone, on revenait pour nos 2 pratiques. Si on n'avait pas de match, on repartait en Suisse, on allait en Italie. OK. C'est vraiment une expérience culturelle, sociale Ouais. incroyable. Ça a été les 6 plus beaux mois de ma vie. Good. Mais quand tu dis 11, c'était en équipe ou c'est Ben, en toi fait, et. c'est une bonne question. C'est que selon les pays, tu as le droit à un certain nombre de joueurs qu'on appelle étrangers Étranger? ou Ouais. importés. Là. Ah, ouais. Puis ces joueurs-là sont payés, les autres ne sont pas nécessairement rémunérés. C'est comme un système comme au hockey, mais plus petite échelle. Tu sais, au hockey, tu as le droit à quelques étrangers, mais souvent les joueurs locaux vont être quand même un peu payés. Ah, ouais. Mais puis je suis parti avec un coéquipier de McGill, en fait. OK. La majorité des équipes de première division recrutaient des anciens de la NCAA. Il y avait des anciens, il y avait 2 carrières qui avaient déjà été comme troisième dans des équipes de la NFL. Mais à Grenoble, ils voulaient vraiment offrir la chance à leurs joueurs de pouvoir communiquer avec les étrangers. Fait qu'ils Ouais. priorisaient souvent des joueurs Des québécois, francophones. Ouais. des francophones, au détriment un peu de l'expérience. Nous, on arrivait justement de McGill. Là, c'est rien comparé à un gars qui a joué à UCLA. Mais Ouais. finalement, ça a fonctionné parce qu'on est devenu tellement proche des joueurs que je te parlais d'un projet qui était comme impensable pour eux. Il y avait aucun. Ils pensaient qu'ils allaient perdre les 12 matchs. Finalement, on a fini deuxième, on est en finale à Paris. Puis, ça, c'était vraiment cool. Puis les gens ont peut-être lu le livre Playing for Pizza. C'est un peu l'histoire que je vous raconte. Là. C'est John Grisham. C'est une fiction d'un troisième carrière américain qui perd un match pour les Broncos en s'en menant à relève. Puis là, il est chassé du pays, puis il va jouer en Italie. Ouais. C'était un peu cette expérience-là. Puis les gars étaient tellement relax, s'en foutaient. Mais parce qu'on est devenus vraiment proches, on leur a comme fait croire à un projet qui était impossible pour eux. Puis au final, même si les autres équipes avaient plus de budget puis des anciens de la NFL, on a quand même fini en haut, du classement. Fait que c'est aussi quand je te disais la transition vers le coaching, mais c'est là que j'ai compris à quel point, comme entraîneur, tu pouvais avoir un impact sur des
sur des joueurs, sur des hommes et des femmes, dans le fond. Ah, c'est bien. À l'extérieur du monde des médias, actuellement, est-ce que tu as encore des occupations dans le football, par exemple dans le coaching ou un poste administratif? Non, j'en ai eu pendant plusieurs années. OK. J'ai pas eu le choix de faire un choix, là, justement. Ouais. J'ai été directeur technique de la fédération. J'étais directeur technique de Football Québec. J'ai coordonné le RSEQ, donc tout le sport universitaire du réseau du sport étudiant. Ça, j'ai fait ça après ma maîtrise. OK. J'étais déjà dans le monde des médias, mais comme à temps partiel, parce que j'étais Ouais. analyste pour les matchs de football universitaire. Puis j'étais analyste pour des matchs de la NFL pendant 3 ou 4 ans. On a eu les matchs jeudi soir. Ouais. Moi puis Denis Casavant, on faisait les matchs. Tout ça pour dire que pendant que je faisais ça soir et week-end, ben, j'avais un emploi à temps plein dans le monde de l'administration sportive. OK. Puis je coachais à McGill. Mais à un moment donné, Jacques Dussault, le coach, lui, en fait, il était analyste des matchs à Radio-Canada. Moi, comme je te disais tantôt, Le je coach de trouvais. McGill était analyste des matchs à Non, Radio-Canada. excuse. En fait, Jacques Dussault, c'est une légende du monde du football. Il a OK. coaché avec les Alouettes, la Machine de Montréal, il a coaché les OK. Carabins. Puis c'était lui, après ça, qui était analyste. C'est lui qui décrivait les matchs OK. à Radio-Canada. Moi, C'est bon. j'étais là juste à la mi-temps. C'est Ouais. arrivé 2 fois dans une année qu'il a perdu la voix au premier quart. OK. Fait que là, puis là, moi, pendant ce temps-là, je coachais McGill. Mais tu sais, je coachais les receveurs à McGill. Puis oui, la fin de semaine, j'allais faire les matchs de football universitaire, mais ça arrivait une fois dans l'année ou deux que McGill était à la télé. Fait que vu que j'avais des petits commentaires, c'était pas grave si j'avais un genre de conflit d'intérêt. Mais là, il a perdu Ouais. la voix 2 fois. Puis ils m'ont dit là, en panique, là, on ne l'entendait plus. Fait que là, il dit va-t'en en haut, va-t'en sur la galerie de presse, c'est toi qui deviens analyste pour les matchs. Ça a bien été. Fait que l'année suivante, Jacques, qui était un petit peu plus en fin de carrière, fait qu'ils m'ont Ouais. proposé ce rôle-là. Puis à partir de ce moment-là, ben, je n'ai pas eu le choix d'arrêter de coacher. Fait que c'est là OK. qu'un peu tout ça s'est arrêté parce que là, je devenais impliqué dans tous les matchs de football universitaire, mais depuis, pas vraiment, malheureusement, parce que souvent, ben, le soir, la fin de semaine, ben, c'est ça que je fais là. On va conclure sur la partie football avec cette question avant de passer à parler plus là, du journalisme, dans le fond, dans le monde des médias. Cette saison, il n'y a pas eu de saison universitaire. Évidemment, à cause de la pandémie, je me rappelle, tu avais réagi sur les réseaux sociaux. Ma question est simple, t'en penses quoi? Quels impacts ça va avoir à court et long terme là, sur, oui, sur ces joueurs-là, mais aussi sur le monde du football au Québec en général? Là? Ben, c'est sûr que c'est potentiellement catastrophique. En même temps, je comprends les décisions qui étaient prises. Là, Ouais. on travaillait dans l'essentiel. Fait que quand tu veux à tout prix permettre aux étudiants de rester à l'école, ben, c'est clair que tout ce qui est parascolaire va écoper. Est-ce que tout ça a été parfait? Non, mais je ne me prononce pas tant sur la santé publique parce que jamais j'aurais voulu faire ça. C'est des décisions crève-cœur, mais au final, c'est clair que moi, tout au long de ma vie, puis encore aujourd'hui, je vois un paquet, souvent des jeunes garçons qui se sont rendus tellement loin dans leur cheminement scolaire à cause du sport. Ouais. Surtout au football. C'est un sport qui canalise ton agressivité, qui permet à un paquet de gars, parfois des filles aussi, mais de différents backgrounds, soit culturels, soit physiques aussi, de performer et de jouer ensemble. Il n'y a aucun autre sport qui permet à des jeunes garçons qui sont peut-être un petit peu plus obèses au secondaire, à des Ouais. jeunes de milieux défavorisés, à des intellectuels, de tous partager un vestiaire parce que tu as tellement besoin de types de personnes Ouais. différents. Ça pour dire que ça a amené plein de monde à se rendre au collégial, à l'université, même plus loin, mais surtout à graduer. Donc, en gardant en tête à quel point c'est un outil de raccrochage essentiel, c'est clair que la dernière année a été désastreuse pour tout ce monde-là. En même temps, c'est pas une consolation, là, mais tout le monde au monde a vécu ça à toute fin pratique. Fait que c'est toute une génération qui est, j'aime pas le terme sacrifié, là, mais c'est toute une génération qui a eu à Ouais. vivre ça, Ouais. mais tout le monde de leur groupe d'âge est dans la même situation. Fait que peut-être, on l'espère, on le sait pas, ça, c'est des choses qu'on va découvrir dans 20-30 ans, cette génération COVID-là, mais peut-être qu'elle va s'être développée des outils différents parce qu'ils ont vécu quelque chose de tellement challengeant. Fait que c'est sûr que c'est super triste. J'ai eu énormément d'empathie pour tous ces jeunes-là, puis pour le progrès aussi. Au Québec, on a longtemps été, on l'est encore un peu, là, mais on est dans des notions très, très bénévoles dans le sport. Les entraîneurs, c'est des bénévoles, c'est des Ouais. parents, c'est du monde qui s'implique. Puis ça vient en partie du fait que
tout ce qui était communautaire était géré par l'Église. Tu sais, avant, c'est Ouais, c'est l'Église vrai. qui faisait toute la. Là, on recule là, des Ouais, décennies, mais ouais. c'est de là que vient notre notion de bénévolat, de s'impliquer, d'aider la jeunesse. Mais tu regardes aux États-Unis, ça fait longtemps qu'ils ont professionnalisé le métier d'entraîneur. Mais nous, au Québec, on est en Mhm. train de faire du rattrapage là-dessus. Fait qu'il y a de plus en plus d'entraîneurs dans tous les sports, là, pas juste au football. Mais le football, on l'a vu là, dans les 10 dernières années. Fait que, tu sais, il ne faut pas non plus avoir perdu tout le momentum qu'on avait dans le sport en investissant massivement, en permettant à des acteurs importants de construire des programmes, parce qu'eux aussi ont écopé pendant cette année-là. Fait que j'espère qu'on a tout mis sur pause et qu'on va reprendre où on était, pas qu'on va faire 6-7 pas en arrière sur tout ce qui avait été fait dans Ouais, les dernières années. tout à fait. Je pense que tu as déjà répondu à cette question-là un peu plus tôt, là, mais mettons, on t'a dit que dans le monde des médias, tu es rentré d'abord en tant qu'analyste à la mi-temps à Radio-Canada, ensuite comme analyste des matchs. Comment est-ce que tu as progressé vers où tu es aujourd'hui? Mhm. Ben, tu vois, de cette opportunité-là au football universitaire, je me souviens qu'on m'avait demandé aussi de faire un segment sur la NFL le dimanche au téléjournal. OK. À l'époque, tu sais, il y avait Céline Galipo qui faisait le téléjournal de 22 heures, puis après, il y Ouais. avait un bulletin de sport. Fait qu'à tous les dimanches, j'allais en studio, puis je faisais un résumé de la journée NFL. Fait que ça a été une belle opportunité aussi de sortir du football universitaire. Puis Ouais. ensuite, ben, à un moment donné, Stephen Harper, qui était au pouvoir, a coupé tout ce qui était extracurriculaire à Radio-Canada. Fait que le département des sports à Radio-Canada a été comme coupé du jour au lendemain. Donc, OK. ils ont perdu les diffusions du football universitaire. TVA Sport, à ce Ouais. moment-là, avait offert d'acheter les droits du football universitaire au même moment qu'ils avaient acheté les droits du football du jeudi soir dans la NFL. Donc, OK. TVA Sport m'a approché pour devenir analyste pour ces deux propriétés-là. Fait que ça a été comme un nouveau tremplin. Puis, 1 ou 2 années ensuite, parce que j'étais allé faire, en étant, mettons, analyste football à TVA Sport, ben, par exemple, au Super Bowl, lorsque LCN, puis TVA, puis Salut Bonjour avaient besoin d'un analyste pour le foot, ben, c'était moi qui y allais. Puis de OK. ça en est Wow. découlé une opportunité à Salut Bonjour à un moment donné, alors que je travaillais justement à Football Québec. On m'a appelé à Salut Bonjour à Québec la fin de semaine. On m'a dit on cherche un Ouais. chroniqueur sportif. Tu es venu faire des segments de la NFL au Super Bowl. On avait bien aimé ce que tu dégageais. Ça te tente-tu de venir faire, ça s'appelle en anglais un screen test, un peu une entrevue, là, un faux segment. Je t'avais dit parfait. Puis quand j'ai eu cette job-là, ça m'a permis d'arrêter mon rôle d'administrateur du sport. Tu sais, je te parlais que je travaillais à Ouais. temps plein à Football Québec, puis le Mhm. soir, la télé, le foot. Ben là, à partir de ce moment-là, j'ai fait le saut à temps plein dans les médias. J'étais chroniqueur sportif la fin de semaine, puis je faisais aussi l'analyse des matchs de foot universitaires, puis de la NFL. Donc, c'est à ce moment-là là, que j'ai commencé à temps plein. Good. Tu as été 3 ans à la co-animation de l'excellente et très rafraîchissante émission Les Partants à TVA Sport. Comment est-ce que tu te prépares à ce show-là? Comment ça se passe les dessous de Les Partants? Ben, merci pour les compliments. C'est plate parce que ça aurait été une des victimes de la pandémie, les Ouais, partants. malheureusement. Ça allait super bien, puis tu sais, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais c'était tellement de temps, d'énergie, de préparation. Puis ça a été une école médiatique, ça aussi, hallucinante. Puis ça a été tellement une belle expérience. Mais pour faire 3 heures de direct sportif par jour, parce qu'on faisait, pardon, 2 heures le matin, puis 1 heure le midi, il faut Ouais, que tu aies tout vu, tout vu, parce ouais, que tu parles à des gens qui ont un paquet d'intérêts. Fait que le fan du Canadien va être au courant, mais à un moment donné, si tu parles de la NFL, ben, le fan des Bears de Chicago aussi sait qui est arrivé de son équipe. Puis le fan de tennis a une opinion aussi sur le match de Chapovalov. Fait qu'il fallait avoir tout vu. Puis ouais, on était dans un créneau, on essayait de faire les choses un peu différemment. Puis c'était un peu comme une formule de talk show débat, mais le ouais, matin. Puis là, le matin, mais c'est parce que moi, je me réveille, encore aujourd'hui, là, je t'en parlerai pour mon rôle actuel, mais tu sais, je me réveillais en pleine nuit 4 heures après la fin des matchs. Fait que tu n'as pas le temps de t'asseoir le matin, puis de rédiger tes affaires, puis de dire, bon, et avoir une opinion sur tout, tu sais. Fait que c'était vraiment, vraiment un gros, gros, gros défi, là. J'écoutais les matchs, puis je prenais des notes sur
sur l'application de notes de téléphone. Là. Puis le lendemain, je m'imprimais ça. Là, j'en avais pour 6 pages de texte de tout ce que je voyais pendant le match. Parce que si tu notes pas, ben il y a des choses qui vont t'oublier. Fait que là, quand je voyais tel but, le travail de Ben Sherratt, mauvais pinch, je l'écrivais pour être sûr de. Fait que ça me prenait du temps, de l'énergie, mais en même temps, c'était vraiment génial. Là. J'avais beaucoup de plaisir. Fait que c'était beaucoup de travail. Mais en même temps, c'est comme ça que j'ai abordé ma carrière de foot. T'sais. Je fais beaucoup le parallèle entre le sport de haut niveau et les médias pour quelques raisons. Notamment, au foot, on s'entraînait à tous les jours pour jouer un match. Fait que ta préparation, t'as fait, puis il faut que tu livres la marchandise dans un moment précis. Quand tu entends le sifflet, il faut que tout sorte à ce moment-là. Mais en même temps, la préparation au foot, tu prépares à peu près 100 jeux, 100 plans de match, des tendances. Tu ne sais pas de quoi tu vas te servir parce qu'il faut que tu t'adaptes à ce qui t'est présenté. Mais si tu as 100% de préparation, peu importe lequel, les 5 ou 10% va te sortir d'en face, tu vas être prêt. Mais dans les médias, c'est la même chose. Il faut que tu aies tout vu, tu saches tout. Puis là, dépendamment de ce qui se présente à nous, là, que tu sois capable de réfléchir et de réagir parce que aussi, ce qui faisait une des particularités de notre émission, on avait des segments où les gens à la maison pouvaient nous appeler. Comme à la radio, mais là, c'était à la télé. Fait que là, quand moi, Mathieu de Saint-Eustache m'appelle, puis lui, il a vu tel jeu de Jonathan Drouin en deuxième période, puis il veut savoir ce que j'en pense, mais il faut que je sache de quoi il parle. Il faut que je l'aie vu, puis il faut que je le comprenne. Fait que ça a été vraiment une expérience là, folle, complètement folle. Je trouvais ça le fun aussi, puis ça, c'est peut-être le volet un peu plus triste du fait que ça se soit terminé. C'est que c'était rare quand même avant nous, dans les médias sportifs québécois, qu'on donnait des micros puis des postes importants. C'est pas une question d'importance, mais un rôle clé à des jeunes. Moi j'ai 33, mais quand on a commencé, j'en avais 30. Mon partner JP en avait 34 à l'époque. Puis, c'était jeune dans le monde des médias, ça. Vas-y, excuse. C'est plutôt jeune dans le monde des médias et justement, avoir un talk show de même à cet âge-là, c'est excellent. Exact, être animateur de quelque chose. Puis, j'ai rien contre les gens qui font ça depuis longtemps. C'est des pionniers, puis c'est grâce à eux qu'il y a des ouvertures. Mais souvent, c'était une chasse gardée, puis c'était les mêmes qui revenaient, puis qui étaient là depuis 20-25 ans. À un moment donné, il se crée un gap avec les amateurs plus jeunes. Fait que là, nous, c'était cool parce qu'on avait une voix qui ressemblait un peu plus à des jeunes gars, des jeunes filles de 20-22 ans, un peu plus les mêmes repères, le même langage, les mêmes expressions. Fait que ça, c'était vraiment fun qu'ils nous fassent confiance. Puis je pense que c'est ça qui a été la beauté de la chose, c'est que, tu l'as dit, c'était un peu rafraîchissant, ça sortait de la norme québécoise, puis ça ressemblait un peu plus à ce qui se faisait, par exemple, à ESPN le matin. T'sais. Oui, comme je disais, c'est le fait que vous étiez deux gars jeunes, puis justement très, très connaisseurs, très assidus, c'est justement ça qui faisait le fait que le show était rafraîchissant. C'était vraiment, vraiment l'autre fun à chose regarder. aussi, c'est qu'on s'en rend compte, justement, à une certaine époque, les gens n'en avaient que pour le Canadien. C'est encore prioritaire, le Canadien, sauf que les jeunes aujourd'hui sont intéressés à autre chose. Non seulement à d'autres équipes de la LNH, à d'autres joueurs vedettes, notamment parce que le Canadien n'a pas eu beaucoup de succès dans les 15 dernières années, mais aussi les jeunes trippent sur la NBA, trippent sur March Madness, trippent sur la NCAA, au foot, la NFL. Fait que c'était cool aussi d'avoir un point de vue plus large, puis que ça soit on ne soit pas dépendant du Canadien. Oui, ça va toujours rester la locomotive du sport au Québec, mais c'est correct aussi de s'ouvrir les horizons puis d'aider les gens à mieux comprendre d'autres sports. Oui, tout à fait. Quel est ton meilleur souvenir de Les Partants? Peut-être une entrevue marquante ou un moment cocasse arrivé en ondes? Oh, il y en a eu des moments cocasses, il y en a eu, là, il y en a eu tellement. Là. Il y a eu une dame, grand-maman Carole, qui nous appelait et qu'elle aimait donc les Blue Jackets de Columbus, ça nous parlait d'eux, puis elle était magnifique, elle riait, puis on avait du fun avec les gens à la maison. Il y avait un jeune garçon, je m'en souviens, parce qu'on a le même nom, mais un jeune homme, il s'appelait Charles-Antoine. Il connaissait le Canadien, puis il nous appelait avant d'aller à l'école. Il avait genre 12 ans, puis il nous appelait à 7h15, puis à 7h25, il prenait l'autobus. Puis... Fait que je trouvais ça cool parce que oui, c'est des conversations, souvent les gens, ils appellent ça des
water cooler talk. Tu arrives au bureau, tu vas prendre un verre d'eau, un café, puis là, tu jases la game. Mais là, on avait l'impression qu'on nourrissait ou on aidait des jeunes dans le cours d'école à parler puis à débattre du Canadien. Fait que ça a été vraiment, vraiment incroyable. Écoute, des entrevues, on en a eu tellement des intéressantes. On avait développé aussi, c'est cool parce qu'on est allé chercher des collaborateurs que les gens ne connaissaient pas. Puis c'est drôle parce qu'on les revoit maintenant, on les revoit dans les médias. À chaque semaine, on parlait à Franz Jean, qui est c'est le coach des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay. Puis, personne ne le connaissait, on ne l'avait jamais vu dans les médias, mais nous, on le connaissait un peu. Puis là, le Lightning devenait une puissance. Vasilevski devenait comme le gardien par excellence. Moi, je connaissais bien de Trois-Rivières Jean-Philippe Glaude, qui est recruteur pour les Prédateurs de Nashville. Et quand on parlait de scouting, il parlait à lui. T'sais. Des gars comme ça, certaines filles aussi, je trouvais ça cool parce que c'était un peu à l'image de notre émission. Les nouveaux collaborateurs, Sacha Gavami, qui est l'agent de Laurent Duvernay-Tardif, tout le monde le connaît aujourd'hui. Moi, je le connais depuis longtemps à cause du monde du foot. Lui, il nous parlait à chaque semaine de tout ce qui est négociation contractuelle. Puis en même temps, lui, il y avait plein de nouveaux clients qui rentraient dans la NFL, qui avaient des opportunités. Puis là, comme je disais, ces gens-là, on les voit maintenant de façon beaucoup plus régulière dans les médias, mais c'est un peu nous qui leur avaient donné leur première opportunité. Puis eux autres aussi, c'était un nouveau discours, c'était une nouvelle façon de voir les choses. Mais dans des grandes entrevues, je me souviens d'avoir fait Nathan McKinnon, qui c'était magnifique. Wow. Don Meehan, qui est, après Pat Brisson, peut-être l'agent le plus influent de la LNH. Puis moi, je le connaissais parce qu'il jouait au foot comme receveur à McGill. Fait que ça lui faisait toujours plaisir de nous parler, même si on ne l'entend jamais dans les médias. On était en onde aussi quand Richard est mort. Puis moi, quand j'ai grandi, mes premiers coups de patin au hockey mineur à Trois-Rivières, au Cap-de-la-Madeleine, c'était à l'aréna Jean-Guy Talbot. Puis Jean-Guy Talbot, c'est un des derniers monsieur qui est toujours en vie. Écoute, je ne veux pas le vieillir, là, mais il doit avoir pas loin de 90 ans. Puis, c'est un des derniers qui avait joué à l'époque avec Henri Richard. Puis quand les Blues de Saint-Louis ont gagné la Coupe Stanley, bien lui, il jouait avec les Blues la dernière fois que l'équipe s'était rendue écoute, je me souviens plus, en finale d'association. Puis il était sur la patinoire, sur le fameux but de Bobby Orr. Quand Bobby Orr, il plonge devant le gardien, mais Jean-Guy Talbot est sur la patinoire. Fait que là, le monsieur qui a 90 ans, qui l'aréna portait son nom quand j'étais tout jeune, il nous avait parlé à la mort d'Henri Richard, il nous avait parlé, c'était des moments comme un peu, pour moi, irréels. Puis il y en a eu de même, je pourrais t'en nommer des tonnes et des tonnes. Ça a été fou comme expérience. Puis tous ces moments-là avec mon partner, Jean-Philippe Bertrand. Puis, parce qu'on en parle, je vais plugger son podcast parce que je suis super content. Il a donné un nouveau podcast à tous les matins. Tu peux te lever le matin, écouter son podcast. Il s'appelle La Dose. Il enregistre ça à genre minuit le soir. Puis c'est une demi-heure de faits saillants et d'opinions sur le sport. Moi et lui, écoute, on a eu du fun. Là, on passait plus de temps ensemble qu'avec nos copines respectives. Fait qu'on on s'est chicanés, mais on a eu du fun aussi. Puis je suis content de voir qu'il y a quelque chose de le fun. Ça s'appelle La Dose, puis c'est excellent ce qu'il fait. Ouais. Si Jean-Philippe a une nouvelle occupation depuis la fin de Les Partants, toi aussi, tu en as une en particulier là, depuis octobre 2020. C'est ton poste de chroniqueur à des sports, à Salut Bonjour. Parle-moi là, de ce nouveau défi pour toi. C'est une opportunité en or. Là. Ça a été un peu particulier parce que quand les partants se sont terminés, en fait, on était en onde la journée où tout s'est mis à tomber. Le lendemain que Rudy Gobert touchait à tous les micros, là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, oui. Mais on était en onde le matin, là, puis pendant 3 heures, on annonçait les annulations. Une par une, la fin de la saison de la LNH. On est resté en onde plus longtemps. Québec aussi. Oui, c'est vous ça. Vous avez eu Paul Ménard, ça, je m'en rappelle. Le jeudi, tout avait arrêté. Fait que là, le vendredi, je pense que c'était une journée tempête à l'école. Fait que là, j'étais à la maison, puis j'écoutais les partants. Puis j'avais entendu Paul Ménard qui expliquait la décision d'arrêter là, le hockey mineur. Puis cette semaine-là, j'ai joué mon dernier match à ce jour. Exact. Cette journée-là, ça a été la fin pour plein d'affaires. Puis nous, on a attendu là, parce que la LNH a été la dernière à annoncer qu'elle annulait la saison. Ça avait commencé le matin avec la NBA qui a dit on arrête tout. Puis la LNH, on attendait Batman, on attendait. Quand il l'a annoncé, on a fini là-dessus. Puis on a dit on se reverra bientôt.
Ça a été la dernière émission des partants. Fait après ça, s'en est suivi un genre d'océan d'incertitude pour finalement, genre 7 mois plus tard, recevoir un appel un jeudi soir, 22h30. Mon patron à qui je n'avais pas parlé depuis longtemps qui dit peux-tu passer chez nous ça arrive sud, j'ai de quoi te dire. Fait que là, j'arrive, on est dehors là, devant chez eux parce qu'on est en pandémie. Puis il me dit lundi matin, tu commences à salut bonjour. Fait que là, moi, j'étais comme euphorique. En même temps, je savais que ça venait avec plein de mauvaises nouvelles pour plein de monde. Je savais en même temps aussi, c'est à ce moment-là qu'on a appris que les partants c'était terminé parce qu'il n'y avait pas eu de confirmation. Fait que, à l'intérieur de 24 heures, il y a des collègues qui ont perdu leur job. Notre émission, notre bébé qu'on avait développé se terminait. Mais moi, j'avais l'opportunité de retourner dans un show que j'adore puis que je connais parce que j'avais été comme 3 ans à Salut Bonjour Week-end. Puis j'avais pas eu, j'étais pas parti de Salut Bonjour Week-end parce que j'étais tanné. C'est juste que là, les partants devenaient permanents à ce moment-là. Fait que je revenais dans le quoi. Fait que ça a été une opportunité en or. Je suis tellement content. J'adore ça. J'aime ça. C'est une émission que j'aime parce que autant que j'aime le sport, que je suis passionné, que j'aime ça avoir le privilège de raconter ce que je vois la veille. Autant aussi, j'ai d'autres intérêts, puis c'est cool d'être dans une émission. Est-ce qu'il y a de l'économie? Est-ce qu'il y a de la politique? Est-ce qu'il y a du culturel? De la variété? Puis, tu sais, on ne se fera pas de cachette le matin. Il y a quand même pas mal de monde au Québec qui écoute ça. Fait que c'est un gros défi, mais depuis le début de ma vie, je carbure à des défis comme ça. Fait que je pourrais pas être plus comblé de faire partie de cette incroyable équipe-là qui est en nombre depuis plus de 30 ans. On en parle depuis tantôt, là, les médias, ça change, puis les émissions qui font 5 ou 6 saisons, c'est bon, puis c'est des succès. Eux, ça fait plus de 30 ans qu'à tous les matins, le Québec écoute ça. Je dis eux, nous, là, parce que je fais maintenant partie de cette équipe-là. Fait que c'est fou, là, c'est vraiment, vraiment un beau privilège. Je suis super content. Oui, tout à fait. En terminant, là, je vois qu'on fait presque. On s'approche du 50 minutes. Là. En terminant, j'aimerais savoir si tu avais une anecdote, une histoire comique à nous raconter sur, dans le fond, qui s'est passé depuis ton arrivée là, dans le monde des médias. Écoute, il y a de quoi qui va toujours me rester en tête. Si je te parlais tantôt du segment au téléjournal à Radio-Canada il y a presque une dizaine d'années où j'allais parler de la NFL. C'était très, très condensé. Imaginez-vous, le dimanche, il faut que tu résumes 12 matchs en 4 minutes. Je n'avais pas énormément d'expérience dans le monde des médias. Puis je finissais toujours par m'enfarger dans mes mots de clôture. Il me disait merci beaucoup. Puis je disais ouais, merci. Là, je me dis, il faut que je me trouve de quoi que je vais dire automatiquement. Comme ça, je ne réfléchirai pas à quoi dire. Je vais finir ça sec, puis je vais être d'un temps. Fait que là, je m'étais mis à dire au plaisir. Puis là, à un moment donné, je me réécoute, parce que je faisais beaucoup ça. Je me réécoutais un peu comme on fait au foot là, quand tu fais du vidéo. Puis là, je me dis, au plaisir. Je dis jamais ça dans la vie. Là. C'est ben trop sec. Puis, fait que ça me reste dans la tête. La semaine d'après, je ne repense plus à ça. Mais là, je tombe en genre de pilote automatique. Puis il dit bon, ben merci beaucoup, Charles-Antoine, à la semaine prochaine. Puis là, je dis aucun plaisir. Fait que là, je viens de dire à. C'était Guy Daou, je viens de dire à Guy Daou aucun plaisir. J'ai pas eu de fun pantoute aujourd'hui. Ah non. Puis là, je me rends compte de ce qui vient de se passer. Fait que ça a été une bonne leçon de jamais être trop rigide, de jamais écrire d'avance ce que tu vas dire parce que si tu bifurques, là, ben, tu as l'air fou. Ça en est une bonne, ça. Ah, wow. Puis, t'as-tu subi les contre-coups de cette. Dans le fond, de cette phrase sortie-là en ondes ou ça en est Non, resté là? je pense que ça avait bien été quand même. Je suis pas sûr si les gens s'en étaient rendus compte tant que ça. Mais ouais, je pense que ça avait été correct. Je pense qu'il avait été fin avec moi parce que j'étais jeune puis je commençais puis j'avais pas d'expérience. Mais il en est arrivé tellement là, en nombre des niaiseries ou en tout cas. Ça fait partie de faire de la télé en direct. Puis en même temps, je pense que ça, c'est une bonne leçon pour les jeunes qui veulent travailler dans ce milieu-là. C'est correct de faire des erreurs, surtout quand c'est en direct. Puis tu sais, les gens aiment ça quand c'est du naturel et que c'est relax. Quand tu fais une erreur, la pire affaire à faire, c'est de paniquer puis de genre figer puis de te corriger. C'est de si t'embarques puis tu suis puis t'es capable de faire un petit joke avec ça, ben, Vivre avec et en rire.
Moi, c'est exactement ça. Souvent, ça passe encore mieux que si tu n'avais pas fait d'erreur parce que c'est sympathique, c'est pas juste rigide et cartésien. Ouais. Charles-Antoine Sinot, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à Boisvert Radio aujourd'hui. Ben, merci à toi. Vraiment, tu étais bien préparé. Ça fait toute la différence. Puis, tu as un bel avenir là-dedans. Fait que ça m'a fait plaisir de jaser de sport avec toi aujourd'hui, Charles. Merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière de journaliste et c'est toujours plaisant et pertinent là, de te voir dans nos écrans. Ben, je l'apprécie. Bonne journée. Merci. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.